Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à Malice. Au programme aujourd'hui, de la littérature jeunesse avec Paroles de môme, le premier MOOC lorrain à destination des enfants. Nous irons également faire un tour au Carreau de Forbach pour découvrir les temps forts de la programmation de sa nouvelle saison. Anne-Marie de la librairie Autour du Monde à Metz nous livrera son coup de cœur de la semaine et bien sûr une sélection de belles idées de sortie vous attend. Mais tout de suite, nous allons retrouver un homme pour qui l'écriture n'a pas été une option dès lors qu'il s'y est attelé. Patrick Vanet dévoile aujourd'hui L'Option, un roman historique et romanesque qu'il a choisi d'ancrer en Moselle. Retrouvons-le pour en savoir plus. Bienvenue. Patrick Vanet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. C'est ici, dans cette ambiance livresque, que vous avez écrit votre premier roman, L'Option. Il est paru chez L'Harmattan. Il y est question du conflit franco-prussien. On est en 1870, à Metz, et on va suivre l'histoire de Jean, qui appartient à une famille, on peut dire, de riches industriels, une famille aristocratique aussi. Et Jean va s'engager. On va suivre son parcours, et un parcours bien sûr qui est fait de toute la violence de ce conflit, des tiraillements, des déchirures. Ce livre et ce conflit, pourquoi vous y êtes intéressé en tout cas avant tout? Alors, je pense que c'est un des éléments les plus importants de l'histoire de la Lorraine, en tout cas de l'histoire récente. Ouais. Je ne suis pas lorrain d'origine, je suis parisien, et lorsque je suis arrivé ici il y a maintenant quelques dizaines d'années, j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'histoire locale. Et c'est difficile d'éviter le conflit de 70 dans l'histoire locale. Et donc rapidement, je me suis intéressé à ça, puisque j'étais intéressé par l'histoire de manière générale, quoi. Ouais. Pour autant, bien évidemment, vous parlez de ce conflit, mais il y a toute cette trame aussi romanesque qui est là. C'est-à-dire que pour nous parler de ce conflit, vous utilisez aussi un personnage qui est extrêmement touchant, émouvant, c'est Jean, qui est jeune et qui va entrer un peu en conflit aussi avec sa famille, qui va s'émanciper au fil des pages. Il y avait cette volonté d'être à la fois dans le romanesque et puis dans l'historique. Bien sûr, l'idée en fait, c'est d'accrocher mon histoire, c'est-à-dire l'histoire de Jean, à la grande histoire, celle qui est avec un grand H. Et je me suis dit qu'en fait, l'intérêt, c'était justement de prendre ce héros et puis de le faire grandir, de s'émanciper. Donc, quelqu'un m'a dit, c'est un roman d'initiation, donc le faire s'émanciper, donc découvrir que la vie est un petit peu différente de celle que sa famille lui avait vendue au départ. Ou en tout cas, promise. Oui. Ce qui m'a intéressé aussi dans cette histoire-là, c'est de montrer que alors la guerre, en tout cas l'armée en général, c'est un formidable melting pot social. C'est-à-dire que toutes les couches de la population française se retrouvent ensemble au même moment, au même lieu. Et donc Jean, qui avait un avenir tout tracé, ses parents lui avaient décidé « tu seras un homme, mon fils, comme nous l'avons décidé », va se rendre compte que la France n'est pas du tout celle qu'on lui avait montrée, vendue, promis quand il était jeune adulte. Et qu'en fait, il y a beaucoup d'autres couches de la société tout à fait passionnantes et des gens que sa famille méprisait, notamment. Ça. Alors un mot sur ce nom, L'Option, évidemment, il n'est pas anodin. C'est pas anodin. Donc L'Option, donc le titre est à double entrée. Oui. La première entrée, c'est une entrée administrative, si on peut dire. Donc à l'issue de la guerre de 70, lorsque la paix est signée, les Français, Alsaciens et Mosellans qui veulent rester français doivent le demander. Ce qui est un peu paradoxal parce qu'ils étaient français de naissance, mais ils doivent le demander. Et donc, pour ce faire, on a mis en place un système administratif qu'on appelle le droit d'option. Et les gens, donc les Français, donc, ont opté pour la nationalité française. Donc ça, c'est la partie administrative. C'est la partie encore la plus visible aujourd'hui parmi les Alsaciens mosellans de souche. Et en même temps, donc, mon héros, donc, vous l'avez dit, va s'émanciper et va t'amener à prendre des décisions assez importantes dans sa vie
et a opté pour un choix plutôt qu'un autre. Et donc c'est la deuxième entrée de ce titre. On se rend compte effectivement que c'est un conflit qui est extrêmement violent à bien des niveaux finalement. Il y a cette histoire d'annexion, il y a toute une logique de choix aussi à faire. Enfin, c'est extrêmement dense. Ah oui. Et ce qui est assez étonnant, j'allais dire désolant, c'est de voir à quel point il est tombé dans l'oubli. Alors évidemment, en Moselle ou en Alsace, donc il y a encore des gens qui le connaissent, mais dans le reste de la France de l'intérieur, comme on dit ici, c'est un conflit qui est complètement tombé dans l'oubli, quoi. Ouais. Y compris la commune. Et comment on s'y prend alors pour écrire un tel livre? Je crois avoir entendu parler de 4 années de travail, donc c'est de la documentation. Oui, alors c'est pas un travail qui a duré 4 ans de manière ininterrompue, bien évidemment, mais en fait, au départ, donc, déjà je suis assez maniaque au niveau de la précision historique, donc je voulais que ça soit vraiment précis, donc je me suis beaucoup documenté. Et ce qui est passionnant aussi dans ce livre, finalement, c'est qu'on est plongé dans l'histoire lorraine, dans notre région. Au départ, pour moi, c'est un roman d'histoire locale, et puis ça s'est étendu dans 2 directions. Bon, je ne vais peut-être pas trop en raconter, mais une première partie à l'étranger, vers la Suisse, pour une raison très particulière, et puis la commune de Paris. Mais ça, j'ai découvert ça en écrivant, en faisant ce roman, c'est que à l'issue de l'armistice, en janvier 71, les soldats pensaient qu'ils allaient être démobilisés, rentrer chez eux et que tout était terminé. En fait, non. Thiers a passé un pacte avec Bismarck, et donc les prisonniers de guerre ont été rapatriés, plus tôt que prévu, et ils ont été enrôlés dans l'armée de Versailles pour aller écraser la commune de Paris. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Et donc j'ai creusé le sujet, et effectivement, ça s'est passé comme ça. Et donc énormément d'Alsaciens, Mosellans, même des Français de l'intérieur, parce qu'il y avait beaucoup de Français, bien évidemment, de l'intérieur, donc se sont retrouvés dans une armée, l'armée de Versailles, et dans un conflit civil, cette fois-ci, et fratricide. Cette option, puisque c'est le nom du livre, vous, l'écriture, ça n'a pas été une option? Ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de faire quelque chose, mais bon, c'est difficile. Je ne suis pas de formation littéraire, donc je n'étais même pas certain de pouvoir arriver au bout. Je m'étais dit, je vais commencer quelque chose, on verra bien si ça marche. Donc c'est quand même fou, parce qu'a priori, vous n'avez pas forcément de velléité. J'avais envie, oui, tout simplement. J'avais envie de faire quelque chose, et puis voilà, ça a commencé tout doucement. Et puis au départ, donc, je l'ai fait un petit peu en catimini, parce que je me suis dit, c'est pas la peine que je fasse de la pub si au bout de 10 pages, je m'aperçois que je suis pas capable de faire quelque chose. Puis à un moment donné, j'ai senti que ça allait prendre, quoi. Et puis j'ai commencé à en parler autour de moi. C'est ça, et ça a pris, et donc l'option est chez l'Harmattan, et il y en aura d'autres, puisque c'est une saga que vous allez nous proposer maintenant. Oui. En fait, l'idée, c'est de dire que je pense, alors ça, je ne sais pas si les historiens purs et durs ne vont pas faire des bons, mais pour moi, il y a une filiation directe entre les batailles de Lorraine de 70 et la chute du mur de Berlin. L'idée, c'est maintenant de suivre la deuxième génération, les deuxièmes générations, parce qu'il va y avoir 2 générations différentes, une qui a opté et une qui n'a pas opté. Et donc l'idée, après, c'est de suivre ces 2 familles, l'optante et la non-optante, en parallèle pendant tout le XXe siècle. Bon, je reviendrai vous voir à ce moment-là. Oui. Pour l'heure, les téléspectateurs peuvent se procurer l'option. Je vous laisse le mot de la fin pour les convaincre, si ce n'est déjà fait, de se le procurer l'option. Qu'est-ce que vous leur diriez? Ah bah écoutez, si vous aimez l'histoire de manière générale, l'histoire lorraine en particulier, donc n'hésitez pas. Ensuite, c'est pas simplement un roman historique. Le roman historique est un support. Et après, j'ai mis beaucoup de choses qui m'intéressent, beaucoup d'affect. Et il y a un personnage dont vous n'avez pas parlé, mais qui est pour moi extrêmement important, parce qu'en fait, je suis 2 personnages en parallèle. Jean, qui est un personnage de fiction. Nathanaël. Et Louis-Nathanaël Rossel. Et Louis-Nathanaël Rossel est un personnage réel, qui est attachant au possible. Il est mort très jeune. Il a été comparé par certains au De Gaulle de 1870. Parce qu'il fait partie des rares qui ont dit non. Il faut continuer. Donc, alors, il n'a pas eu la carrière de Gaulle, mais franchement, ce personnage-là est fantastique. Et donc, j'ai essayé de le suivre. Il est permanent dans le livre. On le voit jusqu'au bout. Et donc, c'est aussi une raison de le lire, parce que vous verrez que c'est un personnage qui est absolument fabuleux. Eh bien, on est convaincus. Merci beaucoup, Patrick. Bah, c'est moi. Vous nous avez représenté l'option. C'est chez l'Harmattan. Et puis, il ne reste plus qu'à se le procurer. Merci beaucoup. Merci.
Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à passer la frontière pour découvrir la nouvelle création de la compagnie belge Peeping Tom. Une compagnie de danse-théâtre unique en son genre, qui explore avec onirisme les parts d'ombre en chacun de nous. Avec leur nouvelle création, le chorégraphe Franck Chartier nous plonge en plein cœur de l'Arctique, où l'on va retrouver un navire pris dans la glace, à l'image d'un monde qui part à la dérive, un navire à bord duquel se trouvent des survivants en crise, mais des survivants incarnés par des acteurs eux-mêmes manipulés par un réalisateur. De quoi réfléchir à la notion de vérité, avec un spectacle comme seul Peeping Tom sait le faire, cinématographique, théâtral, dansant, c'est à voir absolument au Grand Théâtre du Luxembourg les 19 et 20 octobre. Music. Et dans notre boîte à idées, on retrouve également une invitation à vous rendre au musée de la Cour d'Or à Metz, cette fois, pour y assister au concert de constitution d'un tout nouvel ensemble de jeunes musiciens baroques à Metz, les Enflammés du Baroque. Des passionnés âgés de 13 à 23 ans qui interpréteront pour cette première un programme autour des chaconnes, l'occasion d'une belle découverte et de belles rencontres samedi 14 octobre à 16 h. Prenons maintenant la direction du carreau de Forbach, puisque la scène nationale a fait sa rentrée le 30 septembre dernier. La programmation est éclectique, pluridisciplinaire et créative à souhait. Au programme, une trentaine de propositions en tout genre, répétitions ouvertes, concerts entre midi et musique qui permettent d'assister à des concerts gratuits le temps du déjeuner, et bien sûr spectacles enchanteurs. Pour y voir un peu plus clair, j'ai demandé à Grégory Covin, le directeur des lieux, de me livrer quelques coups de cœur. Parmi les propositions qui me paraissent assez importantes à rappeler, il y a un solo de danse qui est particulièrement intéressant qui s'appelle Elisabeth Gets Airways, qui est un solo de Yann Martins, qui est un grand chorégraphe flamand, un des plus importants aujourd'hui de la scène chorégraphique européenne, et qui entame un dialogue avec une claveciniste qui est morte il y a quelques années, qui avait la spécialité de travailler de la musique contemporaine. Et c'est vrai qu'il entame un dialogue avec des moments où on la voit jouer sur des extraits vidéo, extraits de musique au chœur ou du grand échiquier, pour ceux qui aiment la musique classique, et lui interprète cette musique-là. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez beau, d'assez émouvant de voir une jeune génération qui regarde une génération plus ancienne et surtout le croisement entre la danse et la musique. Parmi aussi un petit peu les œuvres qui sortent des sentiers battus, il y a ce concert de Jeanne Balibar. On connaît Jeanne Balibar comme comédienne de théâtre, comme comédienne de cinéma. Et là, elle reprend cette passion qu'elle a pour le chant, la chanson. Elle fait un album à peu près tous les 10 ans. Et donc là, c'est son nouvel album. Donc c'est une soirée très sympathique, avec des jolis textes, mise en musique par Cléa Vincent, qui est une compositrice de musique actuelle, de musique électronique. Je suis June Biloba. Je suis John Bilabor. Je suis Jean Babylon. Après, on a des très grandes formes, on va avoir Il Tartufo par des artistes du théâtre de Naples, qui sont vraiment des stars en Italie. Donc là, c'est une revisitation pleine de drôlerie, mais quand même profonde du Tartuffe de Molière à la sauce comédie italienne, avec un Tartuffe qui ressemble à Don Camillo. On a du cirque, avec notamment Nos Matins Intérieurs, du collectif Petit Travers, qui est un des grands noms du cirque contemporain. Les filles du Renard Pâle, avec Révolte, qui sont des filles circassiennes, ce qui est aussi assez rare, parce qu'on a des interprètes circassiennes, et là c'est une compagnie totalement incarnée par des femmes. On a aussi, à la fin de la saison, plusieurs rendez-vous hors les murs. On a un Carmen qui se jouera en extérieur. C'est une metteuse en scène qui revisite l'histoire de Carmen, qui est quand même l'histoire d'un grand féminicide, et donc qui le revisite à la sauce féministe, sans trahir la musique et le propos. C'est vraiment une très très belle proposition itinérante, c'est-à-dire qu'on est invité à se déplacer au fur et à mesure des actes. On a aussi Que ma joie demeure, très belle proposition autour de l'œuvre de Jean Giono. Et là, on emmène nos spectateurs à Courcelles-Chaussy, dans un lycée agricole. Et donc pendant toute une journée, les gens vont pouvoir suivre ce magnifique roman, qui est un des premiers romans, on va dire, écologistes ou écologiques, voilà, qui raconte comment des paysans retrouvent l'amour de la nature dans un territoire où au départ ils faisaient de l'agriculture parce qu'il fallait bien faire de l'agriculture. C'est vraiment éclectique, il y a une volonté, voilà, on passe de Jeanne Balibar à de la danse baroque. Voilà, cette volonté vraiment d'essayer de piquer la curiosité des gens, d'aller sur des endroits sur lesquels ils se sentent peut-être plus à l'aise pour tenter d'autres aventures peut-être plus originales. J'ai oublié aussi le fameux cabaret Madame Arthur,
avec Paris-Berlin. Madame Arthur, c'est un grand cabaret de Pigalle avec des créatures transformistes qui, depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, invitent les Français, les Parisiens à s'encanailler. Et là, ils viennent ici à Forbach pour une soirée spéciale autour du répertoire donc, du cabaret allemand et du cabaret parisien. Des soirées un peu licencieuses, piquantes, où on se moque de tout, on détourne la réalité. Voilà, ça va être une jolie soirée. Une programmation que Grégory Covin veut populaire pour tout le monde, c'est le slogan du Carreau. Aussi réservez sans risque vos places pour les spectacles de votre choix en vous rendant sur le site qui est apparu à l'écran. Et intéressons-nous maintenant à un tout nouveau MOOC dans le paysage lorrain, Paroles de Môme. Un nom tout trouvé puisqu'il s'adresse aux enfants qui y trouveront de passionnants articles sur une multitude de sujets. Comment est-il né ? Que nous réserve-t-il précisément ? J'ai retrouvé Émilie à la librairie Autour du Monde à Metz pour le savoir. Émilie Anquinet, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver ici à la librairie Autour du Monde à l'occasion de la sortie d'un tout nouveau numéro de Paroles, non pas de Lorrain, puisqu'on connaît bien Paroles de Lorrain, il y en a 6 maintenant qui sont parus depuis bien 3 ans. 2020. Voilà, 2020, c'est ça. Et aujourd'hui, vous vous adressez aux mômes avec Paroles de Môme. Voilà. Je l'ai là entre les mains. Magnifique ouvrage, aussi beau que les Paroles de Lorrain, mais cette fois destiné aux enfants. Comment c'est né cette idée de créer un ouvrage à destination des enfants ? Alors moi, je travaille pour Paroles de Lorrain. D'habitude, on fait pour les adultes. Hein. On en a fait 6, comme vous venez de le dire. Et puis j'ai un petit garçon, Paul, qui a 11 ans, et qui me dit « Paroles de Lorrain, c'est bien, mais pourquoi vous ne faites pas pour les enfants ?» Mais oui, pourquoi ? J'ai dit « Ouais, c'est vrai ça, pourquoi ?» Donc voilà l'idée était née. J'en ai parlé avec Guy Joseph et Denise Feller. Et ils ont trouvé ça génial. Et Paroles de Môme est née comme ça. Voilà. Alors encore une sacrée entreprise avec que des bénévoles ? Que des bénévoles, oui. Oui. On a beaucoup de chance de s'être entouré de gens formidables. Dedans, vous avez Daniel Zitella, vous avez Armand Bémer, vous avez Christian Hermann, lui Hublot de Thionville, qui nous a fait le premier sujet, c'était la Shoah. Oui, la Shoah, vous attaquez fort directement. Là, on s'attaque fort, c'est aussi une idée de Paul, parce qu'il aime bien la chanson Nuit et brouillard, la reprise de Renaud, de Jean Ferrat, repris par Renaud. Il était là avec son petit livret à lire les paroles et il ne comprenait pas les paroles. Alors moi, je ne pouvais pas lui expliquer parce que je ne comprends pas non plus la barbarie des hommes. Donc j'ai demandé à Louis Hublot, un ancien instituteur hors retraite, passionné d'histoire, de nous écrire un texte pour expliquer cette chose inexplicable, mais pour pas heurter la sensibilité des enfants. Oui, que ça reste pédagogue. Finalement. Voilà, ça reste très pédagogue. Et Danielle Zitella, elle est professeure de lettres à Nancy, a emmené ses élèves au Struthof. Et ses élèves ont fait aussi un article sur le Struthof. Oui, c'est-à-dire que là, effectivement, il y a des articles qui sont bien sûr rédigés par des adultes, avec à destination des enfants. Pour autant, nous, adultes, on peut bien sûr se délecter de cette lecture. Parce que c'est très bien écrit, c'est un délice. Et puis, il y a des enfants aussi qui participent à l'écriture. Voilà. Votre fils, par exemple, qui est à la rencontre d'un vétérinaire, d'un détective, par exemple aussi. Mon fils aussi a beaucoup participé. Il a rencontré un espion aussi. Oui, c'est ça. Il a rencontré un conteur, un vétérinaire, parce qu'on essaye de voir quel métier passionnerait les enfants et d'aller à la rencontre de ces métiers-là pour qu'ils nous expliquent de façon ludique leur métier. Donc, Paul a beaucoup participé. Et Paul et sa sœur Elisa aussi ont aussi tout relu le livre avec leurs copains. Donc c'est validé et approuvé par les enfants. C'est validé, approuvé par les enfants. Ils n'ont pas hésité d'ailleurs, ça ne me plaît pas, vous pouvez réécrire ça ou tel sujet. Et les auteurs se sont prêtés au jeu de réécrire de façon à ce que ça plaise aux enfants. Donc ce qui n'avait pas été validé, ça a été réécrit pour que ça plaise. Oui. Alors vous l'avez dit, c'est vrai que vous abordez la Shoah, on aborde aussi les métiers, comme on le disait, espions, vétérinaires. On parle d'écologie aussi. Finalement, tout ce qui nous intéresse, nous adultes, mais intéresse également les enfants. Bien sûr. Finalement. On apprend plein de choses, voilà. On apprend plein de choses, enfants comme adultes, on apprend plein de choses. On nous parle du fer, par exemple. Voilà, parce que moi, je vis dans un pays de fer, le pays haut.
Et bah, le fer, c'est bien, mais à quoi ça sert? C'est ça. Donc on a été rencontrer un mineur, Stéphane Rogue, de Bouligny, qui nous a expliqué à quoi servait le fer. On parle également de musique, Voilà, avec on- différentes rencontres, des portraits, des voilà, instruments. Voilà, on parle, il y a Terpi qui a été interviewé, qui est aussi très proche des enfants, hein, Ouais. c'est comme un musicien du PIO. On parle du handicap, se mettre dans la peau d'une personne en situation de handicap, Ouais. qui ne voit pas très bien, comment on peut l'aider au quotidien. On parle aussi de la hardonnerie, Ouais. c'est une ferme pédagogique où les animaux prennent leur retraite, les animaux de ferme, pour pas qu'ils partent à l'abattoir, ils sont recueillis là. Au final, peut-être combien d'articles dans cet ouvrage, hein, il pèse son poids comme à Voilà, chaque fois. il a 250 pages. Ouais. On peut compter entre 20 et 25 articles. Il y a des sujets très, très variés, très denses, et puis aussi pour donner... pour sensibiliser et puis faire une ouverture d'esprit aux petits mômes lorrains. Eh bien, vous m'avez convaincu. En tout cas, moi, je vais prendre un grand plaisir. J'en ai déjà lu quelques-uns des articles. Je ne les ai pas encore tous lus parce que c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup. Mais c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup de nous Mais je vous en l'avoir prie, merci à vous présenté. de m'avoir accueilli. C'est Parole de Môme et c'est Parole donc de Môme. aux éditions Parole de Lorrain. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous. Le MOOC Parole de Môme que vous pouvez acquérir à la librairie Autour du Monde à Metz, mais également chez Tome 5 à Thionville. Retrouvez l'ensemble des points de vente sur la page Facebook Les Amis de Parole de Lorrain. Et puisque je me trouvais à la librairie Autour du Monde, eh bien j'en ai profité pour savoir quel livre Anne-Marie Carlier avait aimé dernièrement. Voici sa réponse. C'est un livre chez l'Arbalète, Gallimard, de Yamina Benhamed Dao, La source des fantômes. Je l'avais découverte avec juste son dernier, À la machine, l'histoire de la machine à coudre, où elle mêlait son histoire personnelle et l'histoire vraiment de l'inventeur de la machine à coudre. Et là, elle revient sur son adolescence en Vendée, dans une zone pavillonnaire. Il n'y a que des Français et il y a la famille Ben Ali. Alors, je crois que je vais vous lire un extrait parce que c'est une très très belle écriture. Un petit extrait. Leur langue s'est évanouie dans les champs de tournesol, s'est effacée au profit du français et du patois vendéen. Leur exil est l'histoire muette d'un effacement. J'aurais aimé apprendre l'arabe avec eux, sans m'en apercevoir, sans contrainte scolaire. Je ne connais leur langue qu'au travers de leurs conversations et des chants de mon père. J'en retiens seulement des sonorités, pas le sens, qui m'échappe. Je les garde en mémoire comme un don précieux et rare qui résiste autant à l'oubli. Je pourrais continuer, il y a des choses autour de la langue, mais après il y a des jeux d'enfants, il y a l'adolescence, il y a le père maçon, mais qui en fin de compte change de métier et va vendre des frites et dans son camion. Voilà, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de réflexion aussi sur ceux qui sont issus des familles harkis. C'est vraiment un très très beau texte que je vous invite, très court, il se lit. Je crois qu'une fois qu'on a commencé, on ne peut vraiment pas s'arrêter. Voilà, un très beau livre. Ne vous reste plus qu'à vous le procurer à la librairie Autour du Monde à Metz ou dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Avant de nous quitter, notez cette dernière information qui va vous donner envie de farfouiller dans vos films de famille, puisqu'une grande collecte de films amateurs est organisée par Images Est. Objectif, collecter les images tournées par vos parents, grands-parents, en Super 8, 9,5 ou 16 mm, sur pellicule en somme, des films de leur voyage, de leurs vacances, de leur travail, autant d'images qui témoignent de nos modes de vie, qui évoquent de grands moments familiaux, culturels, sportifs, et plus encore, du XXe siècle, des images qu'Images Est propose donc de collecter pour les numériser et les valoriser afin de constituer une grande mémoire collective. Pour cela, rendez-vous samedi 14 octobre à Metz, Thionville, Nancy, Épinal, Verdun et plus encore pour déposer vos trésors.
Toutes les informations et adresses sont à retrouver sur le site www.image-est.fr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, sans faute, pour un nouveau plein de culture. D'ici là, take care. Allez, bye bye. What is bus? What is a watermelon? What is bus? What is a watermelon? Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.